Des voix pour la paix, des mots pour inspirer. Avec le magazine UPAC Peace News, découvrez les actualités qui comptent. Auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue à UPAC Peace News, le magazine des étudiants de la filière journalisme de paix de l'Université protestante d'Afrique centrale. Durant une quarantaine de minutes, nous vous plongerons au cœur de l'éducation à la paix, grand dossier de cette rédaction notamment à travers des reportages, des interviews et des analyses. Pour la présentation, je suis Laure Matéabé, magazine coordonné par Larissa Tingdapala et supervisé par le docteur Jeanne Anila. Face à l'escalade de la violence qui gangrène le Cameroun, des meurtres atroces aux tensions communautaires en passant par des violences scolaires et les discours haineux, une question s'impose: comment sortir de cette spirale destructrice? Aujourd'hui, notre éditorialiste Emmanuel Atenga plaide pour une transformation en profondeur de notre société à travers l'éducation à la paix, une démarche audacieuse mais essentielle pour bâtir un Cameroun réconcilié avec lui-même. Écoutons. 2025, une année de plus marquée par la douleur, l'indignation et la peur. La violence a fait son lit dans notre société. Au quotidien, des assassinats, des crimes rituels, des vols à main armée, des violences conjugales, des bagarres, des kidnappings, des attaques terroristes, des violences verbales, la liste est loin d'être exhaustive. Nous avons encore le souvenir du petit Matisse, qui a été poignardé à mort à l'âge de 6 ans il y a quelques jours. Son bourreau lui a arraché la vie dans le domicile familial au quartier Ngouakile de Yaoundé, alors qu'il regardait paisiblement les dessins animés à la télévision. Qu'il s'agisse des attaques terroristes meurtrières de Boko Haram dans la région de l'extrême nord, des régions anglophones meurtries par le conflit depuis 2016, des tensions communautaires dans le septentrion, des violences scolaires croissantes, des discours de haine banalisés sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux de télévision, le Cameroun fait face à une spirale inquiétante. La violence n'est pas toujours armée, elle est parfois intime, invisible, elle ronge notre société. La violence n'aime plus, elle n'est plus une surprise, elle s'est installée, elle s'est banalisée. Ici, face à elle, notre réponse n'était pas militaire. Ici, au lieu d'armer les poings, nous armions les esprits. Et si l'éducation à la paix devenait notre priorité nationale? Alors, il est temps de penser et d'investir dans l'éducation à la paix, car elle est le remède aux blessures profondes. Elle apprend à dialoguer au lieu de dominer. Elle enseigne le respect de l'autre, même quand il est différent. Elle construit des ponts là où la violence a creusé des fossés. L'éducation à la paix, ce n'est pas une utopie, c'est une stratégie. Une stratégie pour bâtir un Cameroun où les différences se rencontrent sans s'affronter. Il est temps d'agir. Il est temps de faire entrer l'éducation à la paix dans nos écoles, nos médias, nos familles, nos églises, nos mosquées et nos bureaux. Il est temps que les enseignants, les parents, les leaders religieux et les jeunes deviennent les ambassadeurs de cette paix active. Une paix qui s'enseigne, une paix qui se vit. Le Cameroun peut guérir, mais pas sans volonté et sans dialogue, pas sans une génération éduquée à choisir la paix. Car la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est la présence de justice, de respect, d'empathie et de dignité. Osons l'enseigner, osons la vivre. Les conflits sont inévitables, mais la violence si. Pour paraphraser le père de la non-violence Mahatma Gandhi. Si vivre en harmonie avec ses voisins est essentiel pour un environnement paisible et agréable, comment donc éviter les petits désaccords qui dégénèrent en conflits majeurs? Dans le reportage qui va suivre, Ursule Martungopeni vous propose quelques attitudes à adopter.
Être en désaccord avec un voisin est un phénomène courant. Toutefois, comment réagir face à ce dernier pour éviter qu'il n'escalade à la violence? Au quartier Vogue-Betty, dans le 6e arrondissement de la ville de Yaoundé, les avis sont mitigés. Je me calme juste parce que à un certain âge, il faut se respecter et puis parfois la violence n'aboutit à rien. Pour trop éviter la violence, je passe à la vitesse supérieure. C'est-à-dire, je coupe la convocation contre le consommé. La meilleure façon d'éviter la violence face au problème, c'est de s'éloigner et de garder son calme. C'est tout ce que je peux dire. Vous levez juste les mains, vous laissez la personne passer avec, sa chance ou bien pour éviter les problèmes. Parce que si vous réagissez, le petit problème de un pourrait attirer d'autres choses ou bien vaut mieux laisser la personne partir. Le boom démographique aujourd'hui nous impose la proximité avec d'autres maisons d'habitation, ce qui rend encore plus complexe la gestion des conflits nés de celles-ci. Pour connaître les origines profondes de ces conflits et comment les appréhender pour pas qu'ils dégénèrent, nous sommes allés à la rencontre du docteur Ndiapi, expert dans les études de paix et développement. Nous considérons donc le voisinage ici comme un ensemble de rapports existants entre les personnes habitant à proximité l'une de l'autre. On observe pour cause de conflit le désaccord à propos d'un projet ou d'une initiative commune. Et l'approche de gestion est généralement le dialogue qui est mobilisé pour apaiser les tensions et reconstruire la confiance, dont l'objectif étant de consolider la fraternité entre les différents acteurs concernés ou qui prennent part au désaccord. Le conflit étant donc inévitable dans notre société, il est impératif d'adopter les attitudes citoyennes pour vivre dans un climat de paix et de sécurité. Saviez-vous que lorsque le déséquilibre et les conflits prennent le dessus dans le carcan familial, la paix des enfants est menacée? Dans le reportage qui va suivre, l'histoire est celle d'un adolescent vivant dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Séparé de sa maman depuis l'âge de 2 ans, Martin est devenu aujourd'hui un véritable casse-tête pour sa famille. Valérie Keyi. Il a 17 ans, appelons-le Martin. Il vit avec sa famille à Ngosso, un quartier populeux de Yaoundé. Le contraste entre l'apparence angélique de Martin et son comportement au quotidien est frappant. La semaine dernière, il a menacé de mort Bertrand, son géniteur. L'épouse de ce dernier nous confie que ce comportement est juste l'arbre qui cache la forêt. Quand je suis arrivée, il était extrêmement violent. Je pense même qu'il a grandi presque sans amour parce que son père n'étant pratiquement pas là. Lui, il a subi beaucoup. Parce qu'à l'âge de, quand j'entends les histoires, à l'âge de 8 ans maximum, il faisait aller les filles. Il dormait dehors et on ne le cherchait pas. Il y a des choses que moi aussi je ne pouvais pas appréhender ou comprendre, que je comprends aujourd'hui. À un certain moment, on s'est détaché de lui. Une erreur de plus. Martin est loin d'être un cas isolé. De nombreux enfants dans le monde vivent des situations similaires. Et pour Carole Tonfé, éducatrice spécialisée dans les problèmes de l'enfance, ces derniers sont pour la plupart des victimes des fractures familiales. Les causes de la violence sur les enfants sont complexes et multifacettes. On peut avoir les facteurs familiaux, que sont la maltraitance ou la négligence des parents, des conflits familiaux, c'est-à-dire les bagarres entre parents ou violences des parents sur les enfants, des problèmes émotionnels, manque d'affection. La personne qui est violente est susceptible de commettre une infraction, une injustice. Soit ça peut être un meurtre, ça peut amener quelqu'un à l'hôpital. Gérer la violence chez l'enfant? Oui, mais comment? La situation est une urgence. Alors, pour promouvoir dans la paix dans la famille, on peut encourager les parents à communiquer ouvertement et de manière honnête avec les enfants, à savoir les écouter et à comprendre leurs besoins. Pour comprendre en fait leurs besoins et leurs sentiments, d'avoir des attitudes positives, être respectueux, en d'autres termes, être des modèles, des personnes de qualité sur qui les enfants peuvent copier les bonnes attitudes. C'est un travail lent et épuisant, mais vital. Car si les blessures des enfants ne sont pas pensées aujourd'hui, c'est la société entière qui en paiera le prix. Le conflit en milieu professionnel.
Un fait dont on ne parle pas assez, mais qui existe au sein de nos entreprises. Les employés qui sont censés s'unir pour travailler se retrouvent confrontés aux simples mésententes qui conduisent parfois aux conséquences qui fâchent. Pour mieux comprendre les causes, notre reporter est allé à la rencontre de quelques travailleurs. Voici son reportage. Le milieu professionnel n'est pas qu'un lieu de travail. Ce dernier est souvent transformé en une véritable scène de théâtre, laissant place à la jalousie, au mépris et aux discordes entre les collaborateurs. Parfois, il suffit d'un petit malentendu pour que les problèmes surgissent. Pauline Eba, journaliste dans une chaîne de télévision de la place, nous raconte son expérience. Le manque de compréhension dans nos entreprises, on peut rencontrer ça aussi, où c'est plusieurs personnes, ou alors du moins tout le monde qui souhaite avoir raison et ne cherche pas à comprendre les autres. Le manque de travail collectif qui peut souvent aussi créer des discordes dans une structure et entre les employés. Le changement organisationnel qui ne coïncide peut-être pas avec ce qui a été prédit dans une structure, ça peut créer des conflits. Les causes du conflit interprofessionnel ne s'arrêtent pas là. Selon Bénédicte Athéné, employée dans une entreprise de communication, ce type de conflit se situe sur différentes échelles. D'abord, on peut avoir le conflit d'intérêts, conflit de performance, le conflit de relations. Quand je parle de conflit d'intérêts, c'est ce que l'autre gagne. Il y a le conflit de performance. On pourrait mettre en exergue la notion de la jalousie. Pourquoi l'autre me dépasse? Pourquoi l'autre fait mieux que moi? Et dans l'autre sens, il y a le conflit de relations. Là, on pense directement aux relations interpersonnelles au sein de l'entreprise. Donc cela peut être aussi une source de conflit. Bénédicte explique par ailleurs que faire recours au dialogue, au respect et à la remise en question est essentiel. Ces valeurs permettent de trouver un terrain d'entente entre collègues en situation de conflit. Lorsque je suis dans une position de conflit avec un collaborateur, ou alors je constate que j'ai un conflit, la première des choses, c'est me poser la question, qu'est-ce que j'ai dû faire pour que ce collègue ou ce collaborateur soit fâché contre moi? La deuxième chose, c'est de l'aborder, que ce soit par le biais d'un intermédiaire ou directement, on en parle. Je demande des excuses. Là, ça va permettre également de mettre les limites personnelles dans la manière de travailler ou de collaborer. Afin de préserver un climat social stable au sein d'une entreprise, les moyens tels que la médiation, la négociation et la gestion des conflits peuvent être utilisés. Les administrations gagneraient donc à intégrer ces notions dans leur stratégie managériale pour garantir la stabilité dans leurs entreprises. Des voix pour la paix, des mots pour inspirer. Avec le magazine UPAC Peace News, découvrez les actualités qui comptent. Intéressons-nous dès à présent aux médias. Au Cameroun, les débats télévisés et radio constituent le passe-temps favori des téléspectateurs et auditeurs qui y voient une réelle source d'information et de culture. Cependant, ces espaces se sont transformés en lieu d'expression des formes de violence et de discours de haine. Face à cet imbroglio social, la responsabilité des journalistes est mise en relief. Jean-Martial Benat nous en dit plus. Vous ne pouvez pas venir. Vous avez commencé. Vous venez rester ici pour mentir. Je suis pas mentir. Injures, ingérence à la vie privée, intimidation et les autres formes de violence sont devenues le quotidien des débats télévisés. Cette nouvelle tendance observée dans les médias aujourd'hui surprend l'opinion et suscite en effet des interrogations. Analyse d'Anissé Fiester-Essian, journaliste CRTV. La majorité des profits, des grands postes, des nominations, de façon subtile, c'est d'abord au boulot, même s'il y a l'équilibre, mais lorsque vous allez faire le ratio, vous allez vous rendre compte que les boulots sont mis en haut, comme on dit vulgairement au Cameroun. Pourquoi? Parce que c'est leur frère qui est à la tête du pays. Et ça, tout le monde peut le comprendre. Et donc, les autres ethnies à côté se posent des questions. Ils veulent également avoir ces honneurs, d'avoir un président, d'avoir un premier ministre, d'avoir un président de l'Assemblée nationale, d'avoir un président du Sénat, d'avoir un président du Conseil constitutionnel ou alors un président du Conseil économique. Comme on ne peut pas satisfaire toutes les ethnies, celles qui n'ont pas cette chance-là se sentent un peu frustrées. Et l'unique moyen qu'ils ont, c'est soit de s'exprimer sur les réseaux sociaux, soit de s'exprimer. Il faut dire qu'à la limite, l'ambiance qui domine les espaces débats, télé et radio aujourd'hui fait l'objet de vives critiques.
Les regards sont tournés vers la responsabilité des modérateurs, le choix des panélistes et la nature des questions qui leur sont posées peuvent justifier la transformation des débats en scène de violence. Les médias et même les journalistes également ont une grosse responsabilité dans cette exacerbation de la haine et de la violence verbale parce que malheureusement, il faut le dire, les médias se positionnent déjà. Il y a les médias institutionnels comme la CRTV, il y a ceux qui sont pro-opposition, qui sont proches du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, il y en a qui sont proches des autres partis politiques. Donc ça fait que chacun défend malheureusement sa chapelle. Lorsque vous écoutez les débats sur Equinox, vous définissez véritablement la philosophie là-bas, vous savez pour qui Equinox parle. Lorsque vous regardez la CRTV, vous comprenez. Lorsque vous regardez Vision 4, donc ça fait que au départ, à la base, le débat est faussé. Face à ce phénomène viral, que faire pour la pratique d'un journalisme responsable? Didier Ndengue, journaliste, propose une voie de sortie de crise. Le discours de haine dans les plateaux de télévision et de radio, c'est un crime. C'est un crime dans la mesure où on est en train d'amener la population camerounaise, quand il dit on, ce sont les acteurs, ceux qui tiennent ce genre de propos, amènent les populations camerounaises à se haïr, à se détester. Et ça crée une sorte de division et du coup la cohésion sociale n'y est plus. Donc pour ma part, les discours de haine dans les médias devraient être stoppés le plus rapidement possible pour qu'on n'arrive pas sur un chemin de non-retour. On va mettre un accent sur la formation. Il faut recycler les journalistes. Il faut que les uns et les autres se réapproprient l'éthique et la déontologie et surtout la charte de Munich, cette charte qui est un peu considérée comme la Bible du journaliste. Nous mettrons également un accent sur l'observation, qu'au sein du SNJC Littoral, nous avons un département chargé de l'observatoire et du coup, nous allons essayer de repérer tous ceux qui font leur travail en bien ou en mal. Nous ferons de notre mieux pour que la formation soit un acquis. Pour ce qui est de la CRTV, d'abord le respect de la déontologie et de l'éthique professionnelle, c'est des mesures de prudence. Pour ce qui est des débats à la CRTV, un peu comme scène de presse, actualité, des émissions d'opinion, la plupart de ces émissions sont enregistrées. Mais avant d'être enregistrées, on prend soin par rapport au sujet de faire venir l'expert de ce sujet. On ne fait pas venir monsieur tout le monde, celui qui veut parler à la radio. Moi, en tant que journaliste, on m'a appris à l'école que c'est pas celui qui vous demande l'interview, c'est pas à lui que vous faites l'interview. Donc si quelqu'un vous appelle, vous dit est-ce que je peux venir à votre émission? Non, il veut venir dire autre chose. Donc il y a des mesures, le respect des éthiques, des spécialités. Je veux parler politique, j'invite un politologue. Je veux parler économie, j'invite un économiste. Celui-là qui va nous apporter des éléments de compréhension par rapport à un sujet précis et non l'amalgame. Il y a également la prudence des mots. Il y a la subtilité de la langue. Les autres confrères sont un peu plus crus avec les mots, mais pour ce qui est de la CRTV, il y a la subtilité de la langue française. Il y a la maîtrise de cet outil de travail qui est le français. Donc on ne va pas dire les choses de la même façon. Si par exemple il y a des poubelles en ville, on peut le dire, mais certains ne vont pas comprendre que la CRTV également dénonce le fait qu'il y ait des poubelles, mais on ne le dit pas. On le dit avec des jeux de mots, on le dit avec des images, on veut dans la beauté de la langue française ou l'anglais. Faut-il sanctionner les journalistes et exclure les violents à Mondovision? La formule magique n'a pas encore été trouvée, notamment par le Conseil national de la communication. Question de mettre fin à cette ambiance nocive. Et si on s'intéressait dès à présent aux médias qui éduquent à la paix? La radio Saoto Lindjila, tout premier média radiophonique au Cameroun, a toujours privilégié cet aspect à travers ses programmes. Sa ligne éditoriale réussit depuis plusieurs décennies déjà à fidéliser de nombreux auditeurs en quête de paix et de bien-être. Patrick Serge Ténéco. Il est 22h dans la région de l'Adamawa, château d'eau du Cameroun. Philomène Joya, les écouteurs aux oreilles, suit attentivement sur les ondes de la radio Saoto Lindjila FM 95.7, son émission préférée d'enseignement biblique, La Source de la Paix. Elle est accrochée à cette radio depuis plusieurs années. Philomène Joya, fidèle auditrice. Je suis abonné à cette radio, notamment sur les émissions qui traitent de la paix et de la cohésion sociale. Cette radio a des programmes
qui nous enseigne beaucoup et qui nous recadre par rapport au maintien de la paix dans les familles, dans les quartiers, dans les villages, et également ils ont des émissions dirigées par les hommes de Dieu de tous bords qui font des prédications qui invitent à la paix et au maintien de la cohésion sociale. La radio Sautulindi, la radio Voix de l'Évangile basée à Ngaoundéré, a vu le jour le 12 novembre 1964 par décision du gouvernement camerounais. L'objectif principal de cette radio confessionnelle est de contribuer au salut holistique de l'être humain à travers ses programmes. Les différents programmes justement de cette célèbre radio sont axés sur les questions de paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. L'impact est positif sur les auditeurs car ils sont nombreux à se sentir guéris et en paix. Pasteur Ousmanou Ibrahim, producteur. Dans les prédications, comme les autres programmes, l'accent est mis sur la paix, le développement, l'harmonie, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Donc dans tous nos programmes, nous développons ce qu'on appelle la paix. Parce que sans la paix, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas se développer. Nous avons aussi les retours vis-à-vis de nos auditeurs qui nous donnent le feedback et ils sont contents parce que nous vivons dans la paix et nous prêchons dans la paix et ils profitent de nos programmes pour aussi, n'est-ce pas, vivre en paix. La radio Sautulindjila est un modèle, un instrument de développement à l'instar des autres radios communautaires qui informent et éduquent la population. Elle contribue efficacement à la stabilité et à la bonne marche de la société. Patrick Serge Ténécu. Avec de plus en plus de conflits dans la parole, la notion de l'éducation à la paix est plus cruciale que jamais. À l'Université protestante d'Afrique centrale, le défi permanent reste d'intégrer efficacement dans le cursus académique. Sur place, notre reporter Dariel Elisabeth Kongué a découvert que pour que les étudiants deviennent des meilleurs de la société qui travaille pour la paix, l'institution offre des cours sur la non-violence, la résolution des conflits et la compréhension mutuelle. Cet effort montre le rôle majeur que l'éducation peut jouer et souligne également la valeur de façonner le monde des jeunes. Peace education is a story told but not much listened to. Fortunately, the case is different for students of the Protestant University of Central Africa, PUCA, as it holds a much deeper meaning for them. In this academic setting, departments such as peace journalism and peace development constantly champion the promotion of this concept. Lecturers such as Dr. Sayem do not hold back in performing their duties to best sensitize the students on peace. Higher education has implemented courses and programs, some of which are practical, and all for the basic reason of teaching students a normative and ethical way of working in the various fields. As lecturers, we do our best and contribute at our levels toward the amelioration of ethical practice. In a classroom with eager and attentive students, we found Dr. Sayem imparting knowledge as per her career. Il me semble que oui, parce que d'une part, en tant que praticien, il vaut mieux I feel avoir it is une important perception because, des as a communication practitioner, we should have a good understanding of ethics. For students, it is beneficial to them because, to a certain extent, they are now conscious of challenges and how they can best resolve them in peace. I apply a certain theoretical principle to make them understand the importance of peace in their day-to-day lives as Cameroonians. I do my best to apply practical techniques to help them understand. Every day as lecturers, we hope that our teachings impact and stay with the students. qui sont générés justement par des contextes souvent conflictuels comme ceci. The students, to the best of their brain capacity, are informed, sensitized, and well-schooled in the affairs of peace and how it affects them alongside their society. I find the lesson on peace very interesting in the sense that it is not taught everywhere and most especially not in basic educational levels, but is taught in higher institutions such as UPAC, to which we benefit. On peace, I have learned a lot of things and I think it is a very interesting concept in the society for a moral and ethical way of life. Peace is important for everyone. Lessons on peace have greatly changed the way I handle conflicts with my friends and people. Peace is at the center of my interest when resolving conflicts.
In this peace crusade and the struggle between good and bad, one thing is certain, and this is the great change in students regarding their interpersonal interactions with friends, family, and the society. I think peace education is very important because peace is necessary for togetherness, and without that, we cannot live successfully in a society. I have learned that peace is important for a simple and happy life. Peace education, a discourse that did not captivate the majority, is now, with hard work and perseverance, taking root in the hearts of the right audience. As a concept that already exists in PUCA through its programs and practical courses, not forgetting the success it has gained over time, peace education is a necessity that should be and can be included and implemented in all schools. Toujours à l'Université protestante d'Afrique centrale au Cameroun, le programme de master en journalisme de paix a fait des progrès importants. Dans cette interview exclusive, la coordonnatrice, le Dr Jeanne Anila, met en lumière l'importance de l'éducation à la paix, son impact transformateur et les succès obtenus depuis son lancement. Une interview réalisée par Dariel Elisabeth Kongé. Good afternoon, madam. I am Kongé Mituge Elizabeth Dariel, a Master's 1 student taking peace journalism. Now, based on the subject of peace education in UPAC and Cameroon in general, I'd like to ask you some questions, if that's fine by you. Okay. I'd like to ask, what is the main purpose of the peace journalism program in UPAC, and how do you think it supports peace building efforts in Cameroon? Merci beaucoup Kongé pour cette démarche, parce que la question est vraiment d'actualité et très pertinente. Et donc concernant l'objectif du journalisme de paix à l'UPAC, c'est vraiment de promouvoir une nouvelle génération de journalistes susceptibles de trouver des solutions non violentes donc au conflit, d'analyser autrement l'actualité et de penser également aux conséquences de leurs propos avant donc la diffusion de l'information via les médias. Donc vraiment, c'est de révolutionner la sphère médiatique afin que la paix et le vivre ensemble puissent être promus dans les médias. Madam, does the hard work undertaken by the university to promote peace education, is it primarily focused on training the students in peace? Ce n'est pas seulement focalisé sur les études de paix. C'est vrai qu'ici à l'UPAC, nous avons un département de paix et développement qui est focalisé justement sur ces études de paix. Et au sein donc de ce département, nous avons plusieurs options, dont le journalisme de paix. Mais je peux vous dire que l'éducation à la paix va justement bien au-delà de cette vision-là, parce que depuis 1959, l'UPAC a commencé par la faculté de théologie. Et vous savez, avec moi, que les théologiens ne promeuvent pas la guerre. Les théologiens promeuvent également la paix. Et donc, pour accentuer cette soif de contribuer à la pacification donc, du monde, l'UPAC a décidé donc d'avoir un département dédié donc à cette éducation à la paix. Donc, ce serait vraiment hasardeux de dire que l'éducation à la paix à l'UPAC se fait uniquement au sein du département de paix et développement ou dans la filière du journalisme de paix. Mais tous les programmes ont en leur sein des outils permettant donc d'éduquer à la paix. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Je fais un cours en sciences de l'information et de la communication qui n'est pas dans le département de paix et développement, mais qui est accentué sur le développement personnel. Et l'éducation à la paix part de là. Ça part de la paix intérieure de chacun. Donc, il y a de l'éducation à la paix dans les autres programmes de formation, mais pas forcément avec cet intitulé paix et développement, journalisme de paix. Donc, chaque département, chaque filière essaye donc de faire cette éducation à sa manière. That's very interesting, madam. Are there graduates of the program who are actively contributing to peace, and how is their impact assessed? Oui, nous avons tellement de diplômés. Vraiment, c'est un sujet de fierté. Un sujet de fierté, et je le dis sans vantardise, parce qu'en réalité, nous avons des diplômés de la filière journalisme de paix, mais qui font vraiment
du très bon travail. Vous savez, au sortir donc de la formation, certains décident d'ouvrir un web média, par exemple, à l'instar donc de Lydie qui est au Congo, qui a ouvert un web média où elle promeut la paix. Elle fait du journalisme de paix. Et elle a recruté un personnel qui travaille dans ce sens-là, Larissa Chinda avec Femina 237, où elle essaie justement de s'intéresser aux violences faites aux femmes, à la question du genre. Donc c'est déjà de l'éducation à la paix. Puisqu'il n'y a pas de paix, vous savez qu'il y a la paix négative, la paix positive. Et la vision que nous avons, c'est la paix positive. Donc nos étudiants, certains ont ouvert donc des associations, créé des associations qui milite, par exemple, Ridanovic. Il travaille concernant les questions de l'école sans violence. Donc, lui, c'est son cheval de bataille. Nous avons également une autre qui a créé tout un comité, tout un regroupement de médias communautaires, le CCMN, qui est une étudiante, une ancienne étudiante d'ici. Et au-delà donc de ces cas que je viens de citer, il y a certains qui sont tout simplement dans les organes de presse, mais qui font du journalisme de paix. Il y a d'autres qui sont dans des ministères et qui font du journalisme de paix. Je peux vous citer le chef de la cellule de communication du ministre de la Jeunesse. C'est un produit du journalisme de paix. Donc vraiment, ils étendent leurs compétences ça et là, ils sont sollicités ça et là et ils impactent à leur niveau dans le domaine qu'ils ont choisi. Donc vraiment, il y a des cas et je ne peux même pas citer tous ces cas actuellement. Thank you very much, madam. So how does the program address the current socio-political and cultural context of the country and what challenges come with teaching peace journalism? Le programme du journalisme de paix est justement né pour ça, pour pouvoir répondre à ce contexte socio-politique qui est un peu agité. Et donc, avec un traitement adéquat de l'information, on vise à impacter ce contexte-là. Et c'est là justement que la question se pose de nos jours. Est-ce que nous avons pu atteindre l'objectif? Je ne vais pas répondre à cette question parce qu'actuellement, des études sont en train d'être faites pour voir le réel impact. Est-ce qu'il y a déjà un impact du journalisme de paix au niveau macro? Parce que là, quand on parle du contexte socio-politique, on est au niveau macro. Je sais qu'au niveau micro et méso, avec les changements d'attitude qu'il y a eu au niveau intrinsèque, on a pu noter donc des changements au niveau personnel, au niveau micro. Au niveau méso, dans les différents organes de presse, il y a une révolution parce que quand tu vois un journaliste qui traite autrement l'information, mais ça bouscule tout, ça change tout. Mais au niveau macro, nous sommes toujours en train de voir, de pouvoir appréhender cet impact pour savoir vraiment s'il y a eu des conséquences de l'application de ce type de journalisme. Néanmoins, le fait que les diplômés créent eux-mêmes déjà des médias, je pense que oui, on peut dire que l'impact est proche ou l'impact est là, mais nous allons pouvoir mesurer cet impact et l'affirmer. Indeed. So who are the program's partners and are there plans to expand peace journalism and peace education in general to other departments? Les partenaires de ce programme, il s'agit essentiellement de Pain pour le Monde. Pain pour le Monde qui est basé donc en Allemagne, qui soutient ce programme depuis des lustres, depuis bientôt 10 ans et qui, entre-temps, justement, octroyait des bourses aux étudiants. C'est vrai que ce programme de bourse est arrivé à terme. Néanmoins, le partenaire est là, nous tient la main et nous soutient de plusieurs manières pour pouvoir donc atteindre l'objectif de contribuer justement à la consolidation de la paix au Cameroun et en Afrique. Et nous avons plusieurs projets dans ce sens afin de pouvoir mieux impacter. Et c'est de là nous avons pensé justement à créer des médias propres au journalisme de paix. Nos étudiants auront donc des cadres pour pouvoir pratiquer le journalisme de paix qu'ils auront appris. Déjà lors des TP, vous pourrez travailler sur place et au-delà, vous appliquer en attendant donc de trouver mieux au sein de la société, au sein donc des médias qui sont en ville. Thank you very much, madam, for your time and for granting me audience to this interview. I am very grateful. Je vous en prie, madame.
Des voix pour la paix, des mots pour inspirer. Avec le magazine UPAC Peace News, découvrez les actualités qui comptent. Au-delà des frontières camerounaises à présent, le Tchad est l'un des pays d'Afrique centrale qui a connu des guerres fratricides dont l'impact sur la paix est indéniable. Cette situation perdurant amène aujourd'hui le gouvernement à conjuguer des efforts avec les différentes organisations de la société civile et les partenaires pour promouvoir la paix. Les détails avec Bakary Tchaksa. Au Tchad, l'ordonnance 23 du 27 juin 2018 reconnaît et réglemente l'exercice de plus de 4600 associations de la société civile. Plus de 100 demandes sont enregistrées mensuellement. Ces associations, à travers leur profil, s'activent sur le terrain pour la promotion de la paix. Nariam Doumgar Mathias, délégué du sud-ouest de l'APLFT, Association tchadienne pour la promotion des libertés fondamentales du Tchad, veut que la population soit pacifiée tout en rappelant l'État à ses obligations. Ces actions se font à travers la sensibilisation et la formation. Quand on voit des problèmes d'insécurité par-ci par-là, nous intervenons souvent pour rappeler à l'ordre de l'État qu'il intervienne afin de pacifier la société. On le fait par vague de sensibilisation, on fait des formations, on fait des focus group pour que la population qu'on vient vers elle là puisse donner aussi son point de vue. Est-ce que nous sommes véritablement en sécurité ou en insécurité? Pour le délégué du Sud-Ouest, les violateurs des droits de l'homme ont aujourd'hui du respect pour eux. Ceci grâce à la radio, qui est le moyen privilégié de leur communication. Moi, je vous parle, nous sommes vraiment appréciés par ces autorités qui étaient nos tombeurs entre-temps. Si bien que quand il y a un cas qui concerne la violation ou l'abus de droit, c'est ces autorités-là qui orientent encore les gens vers nous pour qu'on puisse leur apporter des solutions. Les formations que nous donnons, c'est toujours la radio qui duplique le contenu des thématiques au public. Même si à la télé, à les médias en ligne, la radio reste jusqu'à preuve du contraire incontournable dans nos actions pour le moment. Le délégué du Sud-Ouest de l'Association tchadienne pour la promotion des libertés fondamentales du Tchad souhaite que la paix soit effective, mais il rencontre des difficultés pour asseoir cette paix. Ces difficultés sont liées à la collaboration avec les autorités administratives qui n'agissent pas quand il y a violation ainsi que l'application du bilinguisme dans les lieux de travail. La question financière des associations limite leur action, mais ils souhaitent l'implication également des femmes et des jeunes dans les actions de la paix. Mais maintenant qu'on doit prendre des décisions participatives, il faut davantage impliquer les femmes dans les pistes de recherche de paix. Mais curieusement, si on essaie de voir au Tchad, c'est dans des grandes agglomérations telles que N'Djamena, Abé, Chemoundou, vous allez voir les organisations de femmes qui œuvrent quand même pour la paix, peut même pas l'unanimité parce que le Tchad est resté dans sa grande partie sans la participation effective des femmes à la recherche de la paix. Le délégué du Sud-Ouest de l'Association tchadienne pour la promotion des libertés fondamentales du Tchad reste déterminé pour la cause de la paix. À Brazzaville, la société civile a mis sur pied en 2013 le programme Génération sans alcool, sans drogue, sans violence, sans VIH/SIDA, sans discrimination. Ce programme est en effet une réponse à la vague de violences perpétrées par les jeunes qui défient la loi appelée bébé noir. Malgré les difficultés de mise en œuvre, ce programme parvient à poser les bases d'une société éprise de paix. Analyse de Chancel Bilampassi. L'Église évangélique du Congo met en œuvre un programme d'éducation à la paix. Ce programme dénommé Génération sans alcool, sans drogue, sans violence, sans VIH/SIDA, sans discrimination a été lancé en 2013. Le dit programme est une réponse à la vague de violences perpétrée par des élèves et des jeunes délinquants appelés bébés noirs dans le pays. L'EEC n'y va pas par la prière, mais au moyen de la sensibilisation et la formation. L'initiative permet d'engager différents acteurs de la communauté vers la culture de la paix. Clément Moutita, superviseur des pères éducateurs. Dans ce projet, nous croyons à une génération qui ne veut pas consommer des drogues et d'alcool, qui ont pour conséquence la violence, le VIH et la discrimination. Nous sélectionnons des jeunes leaders et ces jeunes leaders-là, nous les formons. Ils deviennent des pères éducateurs et donc nous avons 3 catégories de pères éducateurs
Nous avons des pères éducateurs qui sont dans les écoles, donc élèves. Nous avons des pères éducateurs et des professeurs. Et nous avons des pères éducateurs qui sont dans les quartiers. À Brazzaville, Clément estime que le programme de l'Église évangélique du Congo a fait ses preuves. Les premiers jeunes, ce sont nos pères éducateurs d'abord. C'est d'abord nos pères éducateurs eux-mêmes qui ont pris la décision d'arrêter, en fait, ce qu'ils consommaient, ce qu'ils ont rencontré. Ils ont pris la décision d'arrêter et ils essaient d'impacter, en fait, leur information. Malgré ce succès, des difficultés émergent. Le suivi des jeunes qui renoncent à l'alcool et la violence en est une. La plus grande difficulté que je peux dire, c'est un problème du chômage par rapport à ces jeunes. C'est vrai. Et ça, vraiment, c'est une difficulté énorme parce que prenez un jeune homme que vous êtes en train de suivre dans un club. Le jeune homme a pris la décision de se dire, écoute, moi j'arrête, je vais plus consommer l'alcool, je vais plus prendre la drogue, je dois changer ma vie. Oui, vous avez gagné. Mais après, ces jeunes n'a rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce jeune-là? Et c'est ça, en fait, notre défi, en fait. Aujourd'hui, le programme Génération sans alcool, sans drogue, sans violence, sans VIH-Sida, sans discrimination est mis en œuvre dans 3 localités, Brazzaville, Mindouli et Nkinkala. Il reste à trouver des moyens pour étendre l'expérience dans d'autres localités. Toujours en RDC, l'Église évangélique fait face à un endettement inquiétant qui affecte lourdement la pérennité de son programme d'éducation à la paix lancé depuis 2013. Cet état de choses est causé par une forte dépendance aux financements extérieurs. Quel est l'apport des pouvoirs publics en matière de financement? Que deviendra ce programme avec le départ des bailleurs de fonds? Reportage de Chancel Bilampassi. En 12 ans d'existence, le programme de l'Église évangélique du Congo EEC, dénommé Génération sans alcool, sans drogue, sans violence, sans VIH-Sida, sans discrimination, n'a reçu aucun franc venant du budget de l'Église. Jusqu'ici, l'appui financier de la Croix-Bleue internationale est l'unique que reçoit le programme. Fin des subventions suisses serait donc synonyme de la fin du programme. Clément Moutita, superviseur des pères éducateurs. Les financements, ça c'est nos bailleurs qui se trouvent en Suisse, donc parlant de la Croix-Bleue internationale qui nous finance. Donc c'est chaque année, on vote un budget avec la Croix-Bleue internationale et la Croix-Bleue nous finance cet argent-là. C'est ce qui nous permet de, à travers notre plan d'action, et nous votons un budget et ce budget est financé par la Croix-Bleue internationale. La question du financement des acteurs de la société civile demeure un enjeu majeur qui influence davantage la pérennisation de l'éducation à la paix. Sans fonds, ces agents de la paix ne pourront jamais parvenir à leurs objectifs. Passi Bibéné, animateur social, membre de l'EEC. Je crois que les conséquences de la suspension de l'aide américaine au développement témoignent de la nécessité d'un appui des pouvoirs publics aux différents programmes de la société civile dans le cadre de l'éducation pour la paix. Que faut-il faire alors? L'État congolais est plongé dans une crise économique sans précédent. La situation que traversent les acteurs de la société civile est la conséquence d'un malaise général. Le personnel des hôpitaux et des mairies cumule eux aussi des dizaines de mois impayés. De son côté, l'EEC traverse une situation financière préoccupante. Selon son rapport bilan 2024, l'Église doit 731 338 181 de francs CFA à la CNSS. Passi Bibéné. Nous avons été les premiers à alerter le bureau synodal sur effectivement cette dépendance au financement extérieur dans en matière d'éducation à la paix. En attendant une disponibilité des fonds, l'EEC pense à former les ecclésiastiques comme éducateurs à la paix. Cette stratégie permettra de faire de la notion une des missions pastorales, qui lui permettra peut-être d'échapper à la dépendance financière. Voilà, chers auditeurs et auditrices, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine UPAC Peace News. Au menu de cette édition, l'éducation à la paix que nous avons explorée à travers plusieurs reportages et analyses.
Ce magazine a été réalisé par les étudiants de master en journalisme de paix de l'Université protestante d'Afrique centrale. À la présentation, j'étais Laure Matéabé, coordination Larissa Tchingda, avec qui nous avons appris tous les contours de l'écriture radio. À la supervision, c'était le docteur Jeanne Anila. Au revoir. Wow.